Comme chaque année depuis 1960, le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Cette journée internationale a été fixée par les Nations Unies après l'assassinat des sœurs Mirabal en République dominicaine qui militaient pour leurs droits. Aujourd'hui, quelques décennies plus tard, où en est-on? Aux États-Unis, une femme battue par son partenaire toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme violée toutes les 23 secondes. Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part de leur conjoint. En France, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon tous les 3 jours. Afin de contribuer à cette journée et de lutter ici contre ces mêmes violences faites aux femmes, nous vous proposons une émission spéciale avec plusieurs invités dans ce studio qui sont ici autour de la table. Bienvenue à tous. Donc Éléonore Tarlet, psychologue, bonjour. Bonjour. Chantal, Bonjour. bonjour, bienvenue à ce micro. Donc Merci. vous viendrez nous apporter votre témoignage. Nous avons aussi Florence, bonjour. Bonjour. Et donc vous nous apporterez aussi votre témoignage dans le cadre de cette émission spéciale. Et puis Alex, Bonjour. bonjour, bienvenue à ce micro. Donc vous aussi, vous pourrez nous apporter votre témoignage. Alors, je vous propose tout de suite de démarrer sur ce sujet qui n'est pas forcément facile à traiter. C'est un sujet qui est quand même assez lourd. Mais par contre, il faut en parler. Et c'est pour ça que nous avons tenu pour cette journée internationale à faire une émission spéciale. Éléonore Tarlet, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle quand on parle en fait de violences faites aux femmes ? Oui, il y a plusieurs types de violences, effectivement. Alors souvent, a priori, on pense aux violences physiques, hein, par exemple un mari qui bat sa femme, mais il y a aussi des violences psychologiques. Alors on parle beaucoup de harcèlement moral, et puis des violences sexuelles, hein, des viols ou des abus sexuels dans l'enfance sur les petites filles notamment. Et donc, est-ce que on peut identifier facilement les choses? C'est facile quand on est victime de se savoir victime? C'est pas évident parce que, bon, déjà, il y a comment on a été un petit peu formaté ou conditionné dans l'enfance. Si on était déjà dans un contexte violence ou avec du harcèlement psychologique d'un des parents, pour nous, c'est quelque chose d'un petit peu normal. Donc, sans s'en rendre compte, on va peut-être se mettre dans un couple où il y a de la violence psychologique, mais on va pas identifier que c'est anormal. Ensuite, la violence physique, c'est compliqué aussi parce que déjà, ça n'intervient pas au démarrage et ça n'est pas que ça. Donc la personne, enfin la femme va pouvoir se dire oui, mais il n'est pas tout le temps comme ça, ou il s'en veut, il s'est excusé, ou il pleure, il m'a promis qu'il recommencerait plus. Et finalement, on y croit et après, quand ça continue, on a honte. Donc on a du mal à demander de l'aide ou à aller déposer plainte. Et les violences sexuelles, ça peut être aussi des violences sexuelles dans le couple. Maintenant, c'est qualifié au niveau juridique le viol par conjoint. Et puis aussi pendant la petite enfance. Oui, tout à fait. Et des abus physiques ou effectivement de la manipulation ou des abus sexuels sur petites filles, voire même sur nourrissons. Et puis, est-ce que le harcèlement moral rentre aussi dans ces violences? Ça pourrait être dans la catégorie psychologique? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Au travail aussi, donc, du coup. Oui, Pas uniquement dans le au couple. travail. Alors, on a pas mal parlé ces derniers temps avec Balance ton porc, des petites phrases, comment dire, de dénigrement quand on est une femme, hein, ou ça peut être du comportement, hein, du frotter, l'air de rien, ou des mains baladeuses, ou des petites phrases. D'ailleurs, c'est repris par une pub actuellement. On dit, mais vous avez fait votre... c'est quoi votre je trouve plus le nom, enfin c'est pas votre CV, mais vous avez fait votre étude de marché toute seule comme une grande, vous êtes une grande fille. Alors voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont encore trop acceptées par la société. Alors, nous avons avec nous Chantal qui a accepté de nous rejoindre ici dans cette émission. Et puis, vous allez nous apporter votre témoignage en quelques mots. Et puis, vous pourrez aussi donc nous dire comment est-ce que vous vivez actuellement ces violences qui peuvent être faites aux femmes et comment est-ce que vous analysez la situation, comment est-ce qu'on peut éventuellement s'en sortir, si vous avez des conseils à donner à des personnes qui pourraient se trouver dans les mêmes situations. Donc je vous laisse la parole. Je pense que vous pouvez nous dire comment les choses se sont passées d'une manière assez simple et succincte. Et je crois que en ce qui vous concerne, ce sont plutôt des violences psychologiques que vous avez subies dans le cadre de votre couple.
Les 2, c'était principalement psychologique, mais j'ai aussi, subi des violences, physiques, de la part de mon ex-conjoint. J'étais mariée, 7 ans avec lui, 10 ans de relation, au total. Nous avons eu 2 enfants ensemble et c'est vrai qu'il n'est pas facile de se rendre compte tout de suite que nous sommes dans une relation, violente. Ça a pris beaucoup de temps, pour moi. Et parfois, justement, la cellule familiale, l'engagement, le fait qu'il y ait des enfants complique les choses pour la personne qui subit les violences et rend la sortie très, 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 très difficile. Alors justement, quand vous parlez de sortie, comment on peut envisager une sortie? Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est très compliqué? Ce n'est pas simple du tout parce que la première phase, pour moi, déjà, c'était la prise de conscience. Et la prise de conscience est la phase la plus longue et la plus difficile. Parce que admettre qu'on s'est trompé, qu'on est humilié, rabaissé, violenté, c'est très difficile. Et prendre conscience aussi veut dire assumer les conséquences aussi, hein, sur les enfants, le regard des autres, de la famille, de la belle famille, de l'entourage, des amis. Donc ce n'est pas facile. Parce que à terme, ça finit par se voir, tout le monde s'en aperçoit autour de vous? Non, les gens peuvent ne pas s'en apercevoir. Mais le problème, quand il y a des enfants, qui était mon cas, c'est que les enfants, en grandissant, s'en aperçoivent de plus en plus et sont même des victimes, soit collatérales, soit directes de la relation violente qui se joue entre les parents. Donc pour moi, ça a été le déclencheur principal à partir du moment où mes enfants étaient témoins de scènes de violence entre de leur père sur leur mère. Ça a vraiment été pour moi un facteur déclencheur parce que ce que je pouvais accepter pour moi, je ne pouvais pas l'accepter pour mes enfants. Et alors, quand on parle de violence psychologique, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Comment ça s'est traduit pour vous, en quelques mots, hein, Oui. sans rentrer dans le détail? Ça peut être très très sournois et difficile à comprendre, mais ce sont des phrases, comme disait Éléonore au début, de l'intimidation. On peut être rabaissé, notre parole est tout le temps remise en question, nous avons tout le temps tort, c'est toujours lui qui a raison. On ne comprend pas bien les choses. Et je pense que le plus important, c'est le malaise permanent qu'on peut ressentir et la parole verrouillée. Et on ne peut jamais s'exprimer ou être en opposition, en fait, ou ne pas être d'accord. Nous sommes obligés d'être d'accord parce que ne pas être d'accord va avoir des conséquences. Parfois, ce n'est Des conséquences physiques, du coup? physique, oui, mais pas forcément. Parfois, on évite d'en arriver jusque-là, et c'est la victime qui va éviter d'en arriver jusque-là. Donc, c'est un processus d'intimidation. On peut être battu une fois tous les 2 ans, mais parce qu'on s'est bien comporté pendant les 2 ans, en fait. Donc, c'est la différence entre les hommes, peut-être qui peuvent être violents de manière systématique, et Éléonore l'expliquera peut-être mieux que moi, et les hommes qui utilisent la violence physique pour soumettre leur partenaire. Et c'est un cas beaucoup plus compliqué de mon point de Et vue. alors, donc, vous disiez que pour en sortir, ça n'a pas été simple, hein, parce que c'est un parcours du combattant. La société aujourd'hui reconnaît ces violences, à votre avis? Comment est-ce que vous avez perçu les choses quand vous étiez dans cette situation? Je pense que la société ne le perçoit pas. Et je pense que aussi la situation que peut vivre la victime n'est pas connue, parce que la victime ne va jamais être aidée dans la prise de conscience. Et c'est pour ça que je voulais aussi témoigner aujourd'hui. Il est extrêmement important que les femmes arrivent à prendre conscience par elles-mêmes. Et aujourd'hui, et même lorsqu'on prend conscience, et lorsque les recours ne sont pas multiples, hein, parce qu'aujourd'hui, même aller déposer plainte dans un commissariat, c'est très très compliqué. On n'est souvent pas pris au sérieux. Voilà, et nous ne sommes pas réellement aidés, accompagnés, et donc c'est un autre processus beaucoup plus long et compliqué qui commence, mais il faut le faire, il est nécessaire. Et si vous avez un conseil aujourd'hui à donner aux personnes qui nous écoutent, qui pourraient être victimes justement de ce type de violence, s'il n'y en avait qu'un seul, quel serait-il? J'en aurais 2, très rapides. Le premier, ça serait de pouvoir justement se renseigner et essayer de comprendre les premiers signaux
qu'il faut vraiment détecter et comprendre. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas s'exprimer dans un couple librement et ne pas être d'accord. Il n'est pas normal d'être rabaissé et tout ce que j'ai pu dire au début. La deuxième des choses, c'est qu'il faut absolument s'en sortir, même si ça paraît extrêmement difficile. S'extirper de cette situation, Absolument, vous voulez dire? et agir. Moi, ça a été 4 ans de combat pour pouvoir divorcer, avoir la garde de mes enfants, parce que ces personnes-là sont très, 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 très fortes, hein, et peuvent essayer de vous anéantir, mais je m'en suis sortie. Je suis très heureuse dans ma vie aujourd'hui. J'ai refait ma vie. J'ai eu un enfant. Je suis avec un conjoint qui aujourd'hui me respecte. Et voilà, on peut y arriver. Et donc, il ne faut pas être découragé par la difficulté qu'on peut représenter la sortie de cette relation. Merci beaucoup Chantal pour ce témoignage. Merci à vous. Je sais que c'est pas évident de venir à ce micro et exprimer ce genre de choses, mais merci de l'avoir fait. En tout cas, on mesure bien ce que ça représente. Éléonore Tarlet, donc en tant que psychologue, comment est-ce que vous entendez ce qui vient d'être dit ? Alors, juste pour illustrer effectivement ce qui peut paraître étrange, Chantal a parlé de soumission, c'est une des réactions face au stress, hein. Il y a soit le combat, soit la fuite, soit la soumission. On voit chez les animaux aussi, hein, certains animaux qui se mettent sur le dos pour montrer leur soumission. Quand ils sentent que c'est pas les plus forts, il vaut mieux se soumettre pour rester en vie. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre dans notre société. Pourquoi la femme se soumet, entre guillemets. Mais en fait, c'est qu'on réagit face à un stress dans une situation où on sent qu'on est vraiment en danger et que peut-être on peut y passer. Donc on fait profil bas, sauf que effectivement à terme ça va s'installer comme ça et on va être piégé. Et alors les conséquences à terme de ce genre de situation quand on est victime de violences psychologiques ou voire physiques, quelles sont les conséquences même une fois qu'on s'en est sorti ? Alors les conséquences, alors si on reste dans la situation déjà, les conséquences des violences physiques, vous l'avez dit au début, c'est qu'on peut finir par mourir sous les coups de son compagnon ou d'être vraiment très handicapé, d'avoir des lésions à force de se prendre des coups. C'est un peu comme les boxeurs, enfin au bout d'un moment le cerveau il peut plus gérer. Et les conséquences du harcèlement psychologique, ça peut être une dépression. Donc moi, parfois, j'ai des femmes qui viennent me voir en me disant « je comprends pas, je suis pas bien, je suis dépressive, mais il n'y a aucun problème dans ma vie, quoi ». Parce qu'elles n'ont pas identifié que ce supplice de la goutte d'eau avec des dénigrements, des humiliations régulières, et culpabilisation, ça va avoir cet effet vraiment de perte d'estime de soi et on va rentrer dans une dépression. D'ailleurs, la dépression, ça a été démontré scientifiquement, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Donc cette femme va avoir appris qu'elle est impuissante et que finalement elle ne peut pas s'en sortir. Donc une dépression, et si on reste dans la situation de harcèlement psychologique, on peut avoir les mêmes symptômes qu'un stress post-traumatique, que si on avait vécu un accident grave et qu'on avait failli mourir. Et ça peut aller jusqu'au suicide, malheureusement. Alors, on reviendra sur ces questions-là. Éléonore Tarlet, vous pourrez même nous dire s'il y a des choses qui permettent justement de changer les conséquences que tout cela peut avoir. Vous pourrez aussi nous dire peut-être les premiers réflexes à avoir, vers qui se tourner quand on a besoin d'aide. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause musicale et puis qu'on retrouve Florence à ce micro qui elle aussi viendra nous apporter son témoignage. À tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Donc nous sommes en compagnie d'Éléonore Tarlet, psychologue, de Chantal qui a apporté son témoignage, de Florence et aussi de Alex qui elle aussi nous apporte leur témoignage dans le cadre de cette émission. Alors Florence, je me tourne vers vous. Vous avez aussi été victime de violences et en ce qui vous concerne plus particulièrement dans votre enfance. Oui. Je vous laisse le micro. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous est arrivé sans rentrer dans les détails, juste pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle d'abus sexuels pendant la petite enfance. Et puis surtout, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette émission, c'est comment est-ce que vous vous êtes reconstruite, quel a été le processus ensuite. D'accord. En fait, moi, ça m'est arrivé vers les 8 ans, en fait. Et c'était avec un ami de mes parents. C'est un épisode que j'ai oublié très très longtemps. Je l'ai oublié jusqu'à mes 42 ans. Et ça m'est revenu en travaillant, en fait. J'avais un profond malaise, mal-être. Je pensais que j'étais en dépression. Et puis j'avais des symptômes, notamment des
des peurs quand il s'agissait de laisser mes enfants, des peurs terribles, toujours en tête l'idée qu'ils allaient faire la mauvaise rencontre. Et vraiment, je pensais, quand je parle de mauvaise rencontre, je pensais au viol, quoi, qu'ils allaient croiser quelqu'un sur leur chemin qui allait les abuser. Et en fait, ces peurs-là, elles ont trouvé une explication en travaillant avec Éléonore, notamment en EMDR, pour essayer de réparer. Éléonore Tarlet, vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'EMDR? Alors, S'il vous plaît. EMDR, ça veut dire, c'est un sigle anglais qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. C'est une thérapie qui est validée et qui est protégée par des copyrights au niveau mondial, qui veut dire thérapie de réparation, de reprogrammation par les mouvements oculaires. Alors, Francine Shapiro, qui l'a créée, aurait voulu la renommer autrement, puisqu'avec les découvertes scientifiques actuelles, on sait que c'est pas exactement de la reprogrammation, mais comme ça a été déposé comme ça et protégé comme ça reste EMDR. Merci pour cette précision. Donc Florent, je me tourne à nouveau vers vous. Quand vous avez compris comment est-ce qu'il a été possible que de 8 ans à 42 ans, vous ayez complètement occulté ce passage? C'est un processus de protection en fait. Se confronter à la réalité, c'est trop difficile. Et l'amnésie, en fait, nous protège tout simplement. Voilà, nous protège, mais par contre, dans notre vie, au quotidien, il y a quand même des symptômes qui nous font dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est pas normal, en fait. Enfin, voilà. Et à force, vous avez fini par chercher à trouver une solution pour vous sortir justement de ce mal-être que vous ressentiez? Tout à fait, oui, tout à fait. Après, il faut croiser le bon interlocuteur, parce que c'est des choses que j'avais déjà abordées dans le cadre de thérapie classique. Mais en fait, là, rien n'avait évolué. Il a fallu vraiment que j'entame ce travail en EMDR, vraiment, pour commencer à accepter et puis réparer. Et le processus a été long? Oui. Oui. Il est à long. partir des 42 ans, je veux dire. Oui, hein, c'est un processus qui est long, mais qui offre quand même une évolution rapide, en fait, je dirais. Très vite, on sent mieux. Enfin, on a une explication, en fait, tout à coup. On sait ce qui s'est passé. On comprend les paniques, notamment, je pense notamment vis-à-vis de mes enfants. Quand les peurs commencent à émerger, là, je me dis non, c'est ton histoire là qui te met dans cet état, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer pour tes enfants. Donc oui, non, il y a du mieux, quoi. Il y a beaucoup. Et comment est-ce que, alors, s'il y a une journée internationale pour l'élimination contre les violences faites aux femmes, ça veut dire qu'on a besoin, nous, dans notre société aujourd'hui, de prendre conscience que c'est vraiment quelque chose d'important, que les femmes sont particulièrement exposées à ce genre de choses. Les enfants aussi, finalement. J'allais dire oui, on a besoin, d'autant plus que comme vous pouvez le constater, on peut l'oublier, quoi. Donc voilà, c'est important de parler, c'est important de témoigner pour que les femmes qui se reconnaissent puissent se dire tiens, moi aussi peut-être qu'il y a eu quelque chose et se décident à entamer un travail pour se réparer. Si vous avez juste un conseil à donner aux auditeurs ou aux auditrices qui nous écoutent actuellement, lequel serait-il dans une situation similaire à la vôtre? J'allais dire d'en parler, d'échanger, de discuter. Parler, c'est important. C'est très important. C'est pas facile, c'est extrêmement difficile. Pour ma part, il y a très peu de personnes qui sont au courant de ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est difficile effectivement d'oser dire les choses. On comprend bien pourquoi c'est difficile d'ailleurs. Oui. Hein. Et puis on n'a pas envie d'être vu simplement comme une victime. On a envie aussi d'être vu comme une femme, comme une professionnelle. Enfin voilà, donc on a peur d'avoir une étiquette de coller victime d'abus sexuels et puis de tous les a priori qui peuvent suivre. Voilà. La société a un regard assez négatif sur les personnes qui sont victimes, justement, alors que ça devrait être plutôt
les agresseurs qui devraient souffrir d'un regard défavorable. Malheureusement, oui, je pense que les victimes sont vues, oui, bénéficient d'une image plutôt négative en fait. Comme des femmes qui ont accepté ou qui n'ont pas osé ou peut-être même provoqué. On peut le voir, on peut l'entendre quelquefois. C'est terrible, quoi. C'est ce qui peut empêcher aussi justement de parler. De parler, oui. Oui. Ce qui peut effectivement bloquer la parole. Merci beaucoup, Florence, d'être venue à ce micro. On perçoit bien que ce n'est pas forcément facile de venir parler de ces sujets-là, mais en tout cas, merci d'être venue jusqu'à ce micro pour le faire. Je me tourne vers vous, Éléonore Tarlet. Donc, vous êtes psychologue et quel regard vous portez, vous posez sur le témoignage que Florence vient d'évoquer à ce micro? Déjà, je suis très heureuse qu'on puisse avoir des personnes qui témoignent sur le sujet parce que malheureusement, c'est courant. Et ça va me permettre de rappeler un petit peu le cadre aussi. Les abus sexuels aujourd'hui on parle des femmes, donc sur petites filles qui sont de futures femmes. Les statistiques, on en avait parlé dans une précédente émission, sont affolants. Et il faut savoir que la majorité des abus sexuels sur enfants ont lieu dans le cadre proche de l'enfant. Ce ne sont pas des inconnus, ce ne sont pas des gens qui attendent à la sortie de l'école, c'est le voisin, c'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est le moniteur en qui on a toute confiance, le directeur de colo, l'entraîneur sportif, voilà. Ensuite, ce qui se passe chez l'enfant, c'est que le cerveau sidère. Donc, là, Florence parlait d'amnésie traumatique. Oui, comment ça s'explique, ça? Alors, c'est un phénomène neurophysiologique. C'est pas l'inconscient, on décide de refouler. C'est que quand on est victime d'un abus comme ça, qui est sidérant, le cerveau disjoncte. Donc, il y a des shoots chimiques qui se passent au niveau du cerveau qui vont avoir la spécificité d'encapsuler le trauma dans un espace-temps qui est figé et qui va être bloqué, comme si c'était un dossier classé secret défense au niveau du cerveau, et on n'y a pas accès avant un certain laps de temps. Alors, cette amnésie traumatique peut se révéler quand on a un enfant qui a le même âge qu'on avait quand on a vécu des abus, ou à l'accouchement, ou quand on voit par exemple l'abuseur faire des câlins à un autre enfant. Tout d'un coup, ça va survenir sous forme de flash. Ça va être extrêmement violent parce que c'est de l'information brute et on va rien comprendre de ce qui se passe parce qu'on n'avait vraiment aucun souvenir de ça. Donc cette amnésie traumatique protège le cerveau et permet quelque part à la personne de faire sa vie quand même, de faire des études, de trouver un travail. Voilà, Flavie Flament en a très bien parlé dans son documentaire, mais à un moment donné, ça, je dirais, le trauma se pointe de partout, on a des attaques de panique, on est mal dans sa peau, on comprend pas ce qui se passe, on n'arrive plus à dormir, on fait des cauchemars. Donc là, c'est-à-dire que le souvenir remonte à la surface et que nous, en termes de thérapeutes et notamment de MDR, on va pouvoir le retraiter. Alors attention, c'est des protocoles spécifiques pour ce genre de trauma qu'on dit précoce et complexe. Merci beaucoup, Éléonore Tarlet, pour ces éclaircissements. On écoute maintenant une petite pause musicale et puis on entendra le témoignage de Alex qui a accepté aussi de venir dans ce studio et s'exprimer au micro. Merci, à tout de suite. Merci de votre présence à cette antenne. Nous sommes dans le cadre d'une émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, et c'est chaque année le 25 novembre. Nous sommes aujourd'hui dans le studio en compagnie de Éléonore Tarlet, psychologue, de Chantal, Florence et Alex qui nous apportent leurs témoignages. Et après avoir entendu les témoignages de Chantal, de Florence, c'est maintenant Alex qui a accepté aussi de venir à ce micro pour nous apporter le sien. Alors Alex, je crois que vous avez été victime de violences sexuelles pendant la petite enfance, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors c'est un peu difficile d'aborder ces sujets-là. Évidemment, on n'est pas là pour rentrer dans le détail des choses, on est surtout là pour faire prendre conscience aux auditeurs, aux auditrices aussi, qui pourraient être concernés par les sujets, qu'il y a des petites choses ou des grandes choses qui peuvent se mettre en place pour s'en sortir. Je vous laisse la parole. Oui. Donc effectivement, j'ai connu des violences sexuelles donc, par mon grand-père autour de l'âge de 2 ans et demi. Donc après, c'est suivi également une amnésie traumatique.
Donc j'ai bien vécu, je dirais. J'ai pas eu de soucis. J'ai fait une scolarité normale. J'ai trouvé une profession, un mari. J'ai eu mon premier enfant, un garçon. Et puis j'ai eu mon deuxième enfant, une fille. Et quand elle a eu 2 ans et demi, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. Et en fait, à m'empêcher moi-même de m'endormir pour rester vigilante. Et puis, tant que j'étais éveillée, tout allait bien. Ma vie continuait à se dérouler normalement. Mais c'est voilà, les moments de sommeil ou les moments en l'absence de mes enfants qui étaient plus compliqués à gérer. Sauf effectivement quand j'étais occupée, mais un trajet en voiture pouvait être le moment d'angoisse où je me disais mais voilà, où est-ce qu'ils sont bien en sécurité, est-ce que tout à l'heure quand j'ai traversé avec eux, est-ce que j'ai bien regardé à droite, à gauche, est-ce que je les ai pas mis en danger. Et puis le manque de sommeil, le fait de s'empêcher comme ça de dormir, ça m'a poussée à consulter parce que voilà. Sans comprendre finalement ce qui se jouait à ce moment-là. Non, à ce moment-là, je ne comprenais pas, à part me mettre moi-même à défaut en me disant, mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu réagis de cette manière qui est complètement inappropriée ? Et avec une volonté très puissante de me réparer pour bien vivre justement avec mes enfants. Et donc... voilà, au moment des consultations, le film s'est redéroulé et voilà, ce qui a été un éclairage pour mieux comprendre ce qui m'arrivait. Et comment ça se passe à partir de là pour vous ? Les choses vont mieux ou est-ce que vous comprenez ce qui se passe et du coup vous pouvez réagir en fonction de la compréhension que vous en avez ? Les deux, je dirais. Avoir une explication, enfin voilà, avoir des mots à poser dessus, c'était déjà essentiel. Pour moi, j'avais une forte volonté d'aller vraiment chercher les souvenirs. Finalement, c'était peut-être pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de comprendre et voilà, là où je pensais être malade, je pense que c'était vraiment pas le mot approprié. J'étais blessée. Et je pouvais être soignée. Et voilà, à partir de là, je dirais, c'est un processus qui peut être long parce qu'il y a des choses qui sont ancrées en nous, des habitudes de réaction qui sont ancrées en nous qu'il faut déconstruire. Pas tout, hein, parce qu'on est aussi nous-mêmes. Et... mais je dirais les problèmes de sommeil, les problèmes vraiment puissants qui dérangeaient vraiment la vie du quotidien, ça finit par rentrer dans l'ordre ? Oui, et je trouve assez rapidement en fait. D'accord. Donc vous avez trouvé de l'aide, Oui. une aide psychologique Une aide notamment ? psychologique auprès d'Éléonore, auprès d'un groupe de parole. Alors c'est pas évident de faire ce premier pas. Il demande de l'effort, le deuxième aussi parfois. Mais une fois qu'il est fait, c'est vraiment ça soulage, ça apporte du réconfort et puis on avance, voilà, chacun à son rythme, rapidement parfois, peut-être un peu plus lentement sur d'autres sujets, mais ça avance. Et alors donc, le maître mot, c'est parler quand on est victime de ce genre de choses ? Oui, parler aux personnes appropriées, effectivement. Et puis, alors, c'est pas évident parce que c'est également un cheminement, mais se dire que, en fait, on nous culpabilise, on nous fait honte, parce que voilà, il y a l'homosexualité dedans. Même quand c'est à 2 ans et demi, on nous culpabilise quand même ? Oui, je dirais que derrière ça, l'abuseur doit se protéger en fait, et donc il doit vous influencer sur le fait que potentiellement c'était de votre faute. Et lui, il faut qu'il maintienne son statut de grand-père, donc il faut qu'il fasse en sorte que demain, s'il vous prend l'idée de le dénoncer, il puisse dire « mais non, vous voyez, on s'est jamais vraiment bien entendu », ou voilà, il faut que voilà, l'abuseur met en place un système de défense aussi, qui fait que, oui, même enfant, on se dit « mais pourquoi j'ai pas réagi ?» Alors qu'en fait, quand c'est le témoignage d'autrui, on se dit « mais
mais c'est logique que tu n'as pas pu réagir, tu étais trop petite. Voilà. Mais pour soi-même, on est quand même plus exigeant, plus dur. Merci beaucoup Alex pour votre témoignage et aussi pour le courage que vous avez pris pour venir à ce micro, parce que c'est pas forcément évident, je le rappelle, de venir parler comme ça d'une tranche de vie qui est plutôt douloureuse. Je me tourne vers Éléonore Tarlet pour terminer notre émission, parce que nous arrivons au terme de notre émission. Comment est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de nous dire Alex ? Vous avez des petites choses à nous dire ? Effectivement, Alex, elle illustre bien que très souvent dans les cas d'inceste, donc ce qu'on appelle inceste, c'est abus sexuel sur un enfant, mais pas forcément d'un parent, c'est d'un adulte ayant autorité sur l'enfant. Très souvent dans ces cas-là, c'est doublé de manipulation, comme elle l'a bien démontré. On va culpabiliser l'enfant. Alors ça peut être des choses du genre si ta mère l'apprend, elle va se suicider. Ou si jamais tu en parles, je tue toute ta famille, ou tu te rends compte à cause de toi, je vais aller en prison. Donc effectivement, l'enfant est complètement culpabilisé et ça va pour effet de verrouiller la parole. Ce qui se passe aussi, c'est que c'est très compliqué déjà de le dire à cause de ça. Et quand l'enfant arrive un petit peu à en parler, souvent c'est avec ses mots à lui. Lui, il s'imagine que c'est très clair en fait. Mais dans un vocabulaire d'enfant, l'adulte va pas forcément comprendre. Ça va être des choses du genre « Papy, il me fait des bisous bizarres ». Donc en fait, la maman, déjà, c'est de l'ordre de l'inentendable. Donc on va pas s'imaginer ça. Et la maman va se dire « Oui, il fait des bisous bizarres, papy ». Mais on va pas aller chercher à explorer. Surtout si on n'a pas été confronté à ça, ça va pas nous venir à l'idée. Et quand on arrive à en parler et à s'affirmer par rapport au crime qu'on a subi, dans 90%, on se fait exclure, on se fait rejeter du système familial. Alors ça s'explique avec la systémique. En fait, la famille est un système, c'est un tout avec plusieurs éléments. Et c'est beaucoup plus compliqué d'intégrer un message dissonant pour le système. Ça veut dire que tous les éléments du système, tous les éléments de la famille doivent s'ajuster, doivent se réajuster à ça, donc doivent changer. C'est plus facile finalement d'exclure que que tout le monde se remette en question et change pour intégrer ce message dissonant ou perturbant. Donc voilà ce qui explique que soit on n'est pas entendu, soit on est rejeté, ou on va nous dire, moi j'ai entendu des choses pour une gamine en disant mais écoute, c'est toi qui l'as aguiché, regarde quand il est arrivé, tonton tu l'as sauté dans les bras, donc à 5 ans tu lui as fait comprendre que c'était ok. Donc on va arriver face à des situations complètement absurdes au niveau de la famille, tellement ça n'est pas possible pour elle d'intégrer ce message-là. Voilà, et je vais juste finir en disant que souvent, les phénomènes de sidération vont culpabiliser la victime, c'est-à-dire que elle va se dire « mais je comprends pas pourquoi j'ai pas crié, je comprends pas pourquoi je me suis pas défendue ». Mais quand on est sidéré, moi je rappelle toujours que c'est neurophysiologique, c'est chimique au niveau du cerveau, on est paralysé, on ne peut plus réagir, on ne peut plus avoir accès à sa voix, à ses muscles. Mais par contre, après, on va se dire « mais j'aurais dû ». Et tout le système environnant, y compris le système judiciaire, va nous dire « mais pourquoi vous n'avez pas crié, pourquoi vous n'avez pas demandé de l'aide ?» Donc ça, c'est très culpabilisant et c'est souvent ce qui fait frein dans la thérapie, cette culpabilité qu'on doit d'abord travailler avant d'aller réparer les traumas initiaux. Alors, Éléonore Tarlet, nous arrivons au terme de cette émission. Pour conclure, quel est le message que vous souhaitez délivrer dans le cadre de cette journée internationale contre la lutte contre les violences faites aux femmes ? Oui, alors c'est très important déjà d'en parler, de ne pas rester isolé, d'aller voir des groupes de parole, des professionnels formés dans le domaine ou d'en parler à votre médecin, à votre meilleur ami. Et ensuite, tout se répare. C'est ça le message que je voudrais transmettre. Alors on a vu avec les différents témoignages, c'est à la fois long et à la fois très rapide en termes de réparation dans le quotidien. Donc n'hésitez pas à aller voir des professionnels formés, des thérapies efficaces, puisque vraiment le cerveau est très plastique et tout se répare. Alors ça, c'est un message plutôt d'espoir pour cette fin d'émission. Et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont pu être victimes, il faut juste se tourner vers les bonnes personnes pour avoir l'aide appropriée. Oui, tout à fait. Il y a aussi un numéro spécial, je crois, qu'on peut appeler quand on a besoin d'aide. C'est 39 quelque chose, 3915, je crois. Oui, il existe pas mal de dispositifs, y compris des associations. Nous, en France, on a le docteur Muriel Salmona, qui est psychiatre et qui s'est un peu spécialisé sur la problématique. D'ailleurs, son site s'appelle Amnésie traumatique.
mémoire traumatique, où vous trouvez plein d'informations et tous les numéros, les associations que vous pouvez contacter dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Éléonore Tarlet, d'être venue à cette ce micro dans le cadre de cette émission spéciale pour cette journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Bien sûr, ce sujet nous préoccupe dans le cadre de cette journée internationale, mais nous préoccupera tout au long de l'année parce que évidemment, c'est un sujet qui est récurrent et qui ne nous concerne pas qu'une journée par an. Voilà, merci beaucoup. Merci à Alex, à Chantal, à Florence de leur courage pour être venus s'exprimer à ce micro. Et puis, je souhaite à chacun une bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Merci, avec plaisir.